me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Je suis flegmatique et je suis bien sûr en compagnie de mes deux acolytes, à commencer par Menro. Comment ça va, Menro ? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'enregistrer un grand podcast. Ça faisait longtemps depuis le dernier, donc je suis très content d'être avec vous, avec ces sujets, ce sujet particulièrement chaud. Oui, tu as dit c'est parce qu'on a peut-être plusieurs épisodes à enregistrer aujourd'hui. Vous les aurez en diffus comme ça au fil des semaines. On essaye tant que possible d'accélérer un petit peu notre rythme de parution. Et Otaksu, ne te pends pas encore s'il te plaît avec ce micro. Non, mais je vois Menro faire des trucs stylés avec le câble et j'y avais jamais pensé. Maintenant, je suis un peu jaloux, tu vois, donc j'ai essayé je m'adapte. Je me fais une petite écharpe vu que j'ai un rhume, tu vois, c'est parfait. Ce châle vous va à ravir. Merci beaucoup. Nous sommes réunis aujourd'hui, ça fait très solennel dit comme ça, mais nous sommes réunis, chers amis de la pop culture, pour vous parler de jeux vidéo exclusivement aujourd'hui. Il y a pas mal d'actualités, en ce moment il y a tout le temps de l'actualité de toute façon avec le jeu vidéo, mais de l'actualité qui nous a fait un petit peu réagir autour d'un sujet global. Mais que se passe-t-il avec le jeu vidéo ? Où va le jeu vidéo ? Le jeu vidéo va-t-il en arrière ? Quels étaient tes mots, Menro, précis Est-ce que le jeu vidéo n'a pas arrêté d'évoluer ? Voilà, on va se poser un petit peu cette question dans On va en l'heure parler, qui ouais, vient. parce qu'on n'est pas très d'accord forcément. Il y a beaucoup à dire. On va vous faire ça en une grosse heure, rassurez-vous. On pourra en parler beaucoup plus longtemps, mais on s'est quand même cantonné à un runner qui se tient bien, qui est aux petits oignons. Tu sais que c'est risqué de banquer comme ça De sur promettre des choses. des durées et à la fin on les éclate ou comme ça. Non, parce que là, justement, on a un impératif, on a un garde On a un barrière. planning, clairement. Après on doit rendre le studio et tout, c'est chiant. Non, ben voilà, donc on va attaquer tout de suite. Ce sujet nous est venu. Ça faisait partie des thématiques un petit peu transverses, un petit peu plus éditoriales qu'on a envie d'amener aussi dans ce podcast. Donc comme d'habitude, on fait également appel à vous tout simplement. On prend évidemment tous vos commentaires, tous vos retours, toutes vos suggestions, pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas sur quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça peut être aussi sur YouTube, de nous laisser des petits commentaires, des petites remarques et de rebondir sur ce qu'on a à dire. Et en l'occurrence, voilà, là il s'avère que il y a pas mal d'actualités en ce moment autour du jeu vidéo, autour de pas mal de remakes, de remasters qui sont annoncés, des choses qui titillent d'une certaine façon notre nostalgie, qui font plaisir d'avoir des retours parfois plus ou moins annoncés de jeux vidéo. Mais est-ce que le jeu vidéo ne regarde pas en ce moment, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une tendance assez lourde ? Est-ce que le jeu vidéo ne regarde pas trop en arrière en ce moment ? Menro, toi qui étais plus critique par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire ? J'étais là, Gandalf, il y a 3000 ans. Non, j'ai vu. J'étais là quand Isildur n'a pas jeté l'anneau. Non, tout ça pour dire que effectivement le jeu vidéo depuis le début des années 70, évidemment, on va pas revenir sur toute l'histoire. Non. On a 1 heure, j'ai dit. Voilà. Ouais. Et puis il y a un article sur Metroid qu'il a déjà fait, notamment sur le Grand Pop. Vous pouvez aller le consulter. En fait, le truc, c'est que depuis les années 70, il y a eu plusieurs époques, plusieurs révolutions autour du jeu vidéo. Et c'était un peu les débuts de ce média. Et ce média, il était aussi porté par des créateurs et des créatrices, surtout des créateurs, un petit peu comme dans tous les médias, évidemment. Et du coup, on assiste, puisqu'on est quand même, je suis nul en comptage, mais depuis les années 70, ça fait à peu près 30 ans pour aller à l'an 2000. À peu près. Derrière, 20 ans de plus, donc là on est à 50 ans. En général, quand on commence sa carrière, on se pose pas trop de questions sur ses retraites, on commence autour de 20 ans. Donc ça fait une vie à 70 ans à peu près. Donc je fais beaucoup d'à peu près parce que je fais des grands ensembles. Tout ça pour dire qu'en fait tous les gens qui ont commencé le jeu vidéo à ses débuts, aujourd'hui ils sont à la retraite, ils sont morts ou ils sont en phase de partir à la retraite. Et on assiste pour la première fois à
je pense que ce regard en arrière, c'est pas un retour, c'est un regard vers l'arrière, la tête dans le rétro. C'est un peu aussi parce que l'industrie, elle arrivait à un moment où tous ces défricheurs, ces pionniers, commencent à s'arrêter ou prennent du recul. Et la nouvelle génération, il y en a une, évidemment, mais on n'est pas sur les mêmes niveaux d'échelle je veux dire, les chemins ont été déjà empruntés. Et on connaît la map maintenant, on connaît le chemin. Là, je vais arrêter ma métaphore de la forêt vierge parce que elle tourne en rond, mais voilà. Et du coup, il y a aussi à savoir que ces gens-là, ces précurseurs, ils ont aussi un petit peu fermé des portes aux nouveaux, évidemment, quand ils étaient en charge. Pas que, c'est comme dans votre boîte, votre entreprise, hein, il y a forcément des gens bien et des gens moins bien, des petits chefs et des gens sympas. Et du coup, là, c'est un peu la même chose, sauf que on arrive aussi dans le jeu vidéo avec au croisement d'un autre truc, c'est la technologie. Et si la technologie, quand elle balbutiait, chaque modification, chaque évolution était hallucinante et se voyait dans tous les sens et amenait de nouveaux types de jeux, de nouvelles façons de jouer, je trouve que depuis quelques années, la création est un petit peu en berne, alors que les modes de consommation évoluent énormément et les façons de consommer le jeu vidéo évoluent énormément. Donc c'est un peu moi tout ce que je voulais pointer du doigt, et après je pense qu'on va rentrer dans le détail du sujet. Non, mais voilà, je pense qu'on peut arrêter le podcast là, c'était très bien. Non, je suis pas d'accord. Donc, non, mais allons donc. Non, je suis quand même d'accord avec Menno sur le fait que, enfin, si j'ai bien suivi cette métaphore, j'aimerais plusieurs et des croisés. Oui, et j'ai de la fièvre, donc c'est compliqué. Mais non, si j'ai bien suivi, effectivement, il y a quand même un regard très nostalgique aujourd'hui sur le marché, sur le simple fait que justement ce marché soit assez vieux, ça pousse évidemment à la nostalgie. C'est une nostalgie qui est aussi partagée dans tout le milieu de la pop culture, donc forcément il y a une grosse tendance nostalgique aujourd'hui. Mais pour moi, c'est aussi fermer les yeux sur ce qui s'est passé sur, on va dire, ces 10, 15, 20 dernières années, même depuis la génération PS3, mais vraiment l'explosion PS4 et le suivi PS5, c'est qu'on n'a jamais autant eu aussi de visions différentes dans le jeu vidéo, et surtout un public aussi large. Il faut rappeler que l'industrie du jeu vidéo actuellement, elle vaut l'équivalent du cinéma et de la musique additionné et doublé. Je crois que c'est depuis 2008 que le jeu vidéo est passé devant le cinéma. De mémoire, c'est à peu près dans ces zones. Mais maintenant c'est carrément au-dessus des deux additionnés, donc on est quand même sur justement des tonnes et des tonnes de gens qui n'ont pas nécessairement connu ces grands classiques qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. Aussi, quand je vois des Resident Evil 4, des FF7 revenir sur le devant du marché, surtout dans le cadre de remake plus que de remaster, moi ça me donne plutôt cette fierté déjà de l'histoire, mais aussi cette idée de conserver le patrimoine et l'impact culturel tout en le réadaptant à une sauce moderne, parce qu'il faut quand même avouer que les jeux qui ont fait notre enfance, qui ont fait notre adolescence, ne sont pas plus aux normes d'aujourd'hui et seraient quasiment impossibles à terminer pour la plupart des joueurs. T'en as cité quelques-uns, effectivement. Qu'est-ce qui nous fait un petit peu avoir cette réflexion aujourd'hui, c'est qu'on a depuis quelques années, là rien que cette année, si on regarde, on a eu un remake, un vrai remake, encore une fois on parle pas de remaster, il y a une vraie différence à faire, de Dead Space. On a eu un remastered pour le coup de Metroid Prime qui a été annoncé puis sorti vraiment dans la foulée. On a Resident Evil 4 qui arrive dans une semaine par rapport à la date où on enregistre. On a la deuxième partie de FF7 remake. Même finalement Resident Evil c'était déjà mis. On a vu un remake du remake du 2, un remake du 3. Enfin voilà, il y a une tendance comme ça. Et effectivement, on peut y voir d'un côté une sorte de préservation du patrimoine finalement, parce que encore une fois par rapport à la musique, évidemment encore moins, la musique ne vieillit pas entre guillemets, ce qui peut vieillir à la rigueur c'est la prod, mais là pour le coup on a des versions d'albums remasterisés qui sortent légèrement, il y a un petit dépoussiérage au niveau de la production. Le cinéma pareil, on a évidemment des techniques qui évoluent, des effets visuels qui évoluent, voilà, donc ça effectivement les résolutions, là il y a des ressorties cinéma 4K régulières, mais la en définition messieurs. La définition, merci. Mais en tant que tel, l'objet reste, l'objet culturel ne bouge pas, n'évolue pas, il reste tout à fait regardable, écoutable aujourd'hui. Pour le jeu vidéo, c'est différent. Parce que déjà, il faut avoir la machine sur laquelle la faire tourner, et en plus, on est passé sur, voilà, tu l'as dit, des évolutions radicales en termes de gameplay. Des jeux qui étaient jouables à une époque peuvent l'être techniquement, mais pour un public moderne, ça peut être très très compliqué de se le passer en main. Donc
effectivement, il y a cette idée de faire découvrir des jalons ou faire redécouvrir d'une autre façon des grands jalons de la pop qui ont fait l'histoire du jeu vidéo, tu l'as dit. La question, c'est de savoir si c'est justement, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, c'est pas tant l'idée, mais est-ce que ça témoigne pas aussi peut-être d'un manque d'originalité des créateurs qui vont justement aller voir vers ce fond de catalogue plutôt que de mettre leur licence au goût du jour via des nouveaux épisodes. On peut aussi le faire en parallèle. Il y a un oui ou un non, si tu veux, dans l'absolu, effectivement. Je trouve ça assez naturel d'avoir cette vision de se dire, bon, on refait encore la même soupe avec les mêmes pots à peu de choses près, mais du même temps, je trouve que c'est aussi quelque part ignorer sans le vouloir tout ce qu'il se passe de l'autre côté du triple A. Parce que même si, effectivement, quand tu regardes ce qui fait l'industrie du jeu vidéo, à savoir Call of et FIFA, il s'est pas passé grand-chose pendant 20 ans, à peu de choses près. Bon, des améliorations que les joueurs de code kiffent, mais quand ils jouent pas, tu vois un peu le même jeu, sans vouloir le critiquer. Mais à côté de ça, on a des Supermassive Games, on a énormément de titres indés qui aujourd'hui, en fait, dépasse un petit peu le statut d'indé quelque part. On peut avoir du million seller chez un Hades, on peut aussi retrouver une plus grande ouverture d'esprit, notamment sur des titres comme Like a Dragon, anciennement Yakuza, sur les Bayonetta qui ont réussi à continuer de croître malgré tout. On a pu voir un Persona 5 qui a dépassé le million, mais il y a juste 10 ans c'était impensable, qui dépasse ne serait-ce que 20 000 copies en fait. Donc tu vois, je trouve que on n'est pas tant dans cette idée du triple A qui refait toujours la même sauce, que plutôt dans un espèce d'aplanissement où chacun a trouvé son public. Le public est tellement large aujourd'hui que les niches d'antan sont les genres d'aujourd'hui, on va dire, tu vois, où il y a les cases, les communautés. Et on est du coup dans quelque chose que je trouve beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pertinent par rapport à ce que peut proposer le jeu vidéo, qui est un média extrêmement large, pouvant toucher énormément de monde. Et je pense qu'on arrive à ça, en fait, juste une stabilisation, plus que cette idée qu'on manque d'évolution. C'est là où moi je suis pas d'accord avec toi, puisque même dans les indés, j'ai vraiment la sensation, et pourtant j'en teste beaucoup parce que on a la possibilité d'en tester beaucoup. Alors déjà moi par mon job évidemment, mais au-delà de ça, les offres comme le Game Pass, le PS Store, les jeux Epic qui sont gratuits, enfin tu vois, on a beaucoup de choses, les possibilités sont infinies pour pouvoir tester énormément de choses, même sur Steam. Je crois qu'il y a 30 000 jeux qui sortent par an, enfin c'est un truc colossal. C'est une infinitude sur 5 ans. Et ça fait que croître d'ailleurs, d'année en année, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, c'est quasiment exponentiel quoi. Mais le truc c'est que justement, je trouve que la génération PS3 360 elle est vraiment symptomatique. C'est que pour moi, le jeu indé c'est à ce moment-là qui s'est le plus démarqué, en proposant des nouvelles façons de jouer, des nouveaux gameplays, en s'inscrivant justement en contre du AAA. C'est là où on a les grands noms de l'indé qui ont émergé. Mais aujourd'hui, alors évidemment il y a des exceptions, évidemment il y a toujours des choses qui sont nouvelles et des gens qui innovent, mais dans la plupart des cas, j'ai l'impression vraiment que depuis cette génération-là, on fait plus beau, mieux fait en termes de technique, avec des aspects graphiques, j'ai oublié le fait de créer un design versus direction artistique. À chaque fois, j'oublie ce terme. Donc des directions artistiques qui est de plus en plus plurielle parce que justement, on ose de plus en plus. Mais par contre, la typologie de jeu, ce qu'on nous propose de faire, tu parlais pour FIFA ou pour Call of, mais en fait, je trouve que c'est beaucoup ça, et même chez les indés. C'est depuis vraiment cette génération, donc depuis 2010, on va dire, j'ai vraiment cette sensation que de toute façon, on a conquis la 3e dimension, et donc la caméra, elle est soit dans les yeux du personnage, soit dans son dos, soit au-dessus. On n'a jamais dépassé vraiment, il n'y a plus d'évolution qui fait qu'on a une nouvelle façon d'appréhender le jeu. La dernière en date, on pourrait parler de la VR, mais on va en parler plus tard. Ça reste encore anecdotique. On pourrait parler du motion gaming, le fait de jouer avec son corps et pas juste en appuyant sur des boutons. Mais
encore une fois, c'est un coup d'épée dans l'eau, quelque part. Ça relève plus de la mode, en tout cas, il y a eu une direction qui a été prise à un moment donné. Et on en est revenu assez vite, qui a été marqué par la Wii, qui était la console qui a dominé le marché en termes de vente. Je dirais même pas la mode, je dirais juste que ça a été intégré maintenant et c'est devenu commun quelque part. Ça y est un peu partout tout le temps. Ouais. À la marge, mais ça c'est à la marge, c'est là. Mais pour moi, ce sont les dernières grandes évolutions qu'il y a eu malgré tout. Et j'ai pas l'impression, en fait, aujourd'hui, que les propositions soient neuves. C'est-à-dire que l'enrobage est toujours nouveau. Il est toujours plus 4K, toujours plus HDR, toujours plus waouh, pour des jeux de plus en plus longs, de plus en plus réalistes, de plus en plus tout ce que vous voulez, ou féerique, ou à chaque fois, je nie pas tout ça, et je me suis éclaté sur mon dernier God of War qui date de l'année dernière. Mais il y a quand même quelque chose en moi qui me dit que j'ai pas pris d'énormes claques, et c'est en ça, je trouve que comme le marché qui était balbutiant et qui était de petits créateurs dans leur cave ou de gens qui faisaient des paris contre toute logique, c'est devenu une industrie. Et l'industrie, elle prend moins de risques parce que les enjeux, les capitaux sont tellement costauds. Alors évidemment, on pourrait se dire il y a le marché du jeu indé, mais encore une fois, je trouve que le marché du jeu indé, tu citais Hades il y a quelques minutes. Hades, c'est fou dans ce que ça propose dans sa logique de rogue, c'est-à-dire de je vais pas expliquer ce que c'est un roguelike, vous allez sur Wikipédia. Mais, et allez lire l'article de Hades sur Hades de Menro. Et j'ai adoré ce jeu. C'est un des jeux pour moi dans l'année où il est sorti, c'est un des jeux de l'année. Mais encore une fois, de voir un personnage de haut qui se déplace dans un décor et d'avoir un bouton pour taper faible, un bouton pour taper fort, un bouton de dash. Enfin, il n'y a rien de novateur en fait. Ce qui est novateur, c'est les ensembles. Donc on est dans la virgule de ce qui change. Alors ça change tout pour le joueur habitué, mais en somme, j'ai quand même ce sentiment il n'y a plus d'immenses nouveautés qui sont apportées. Pour moi, on est sur... je suis pas complètement d'accord avec ça du tout. Pour moi, on est déjà... si on n'invente pas, en tout cas aujourd'hui, de mode de gameplay, c'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement à Wolfenstein 3D où tout d'un coup on a inventé le FPS, c'est un truc de ouf. En revanche, on est, je pense, dans une hybridation des genres quasi permanente, quoi. C'est-à-dire qu'il y a même que ce soit du côté du AAA ou du côté de l'indé, ce qui peut amener parfois, ce qui peut amener parfois peut-être à la disparition de certains genres, en tout cas à la raréfaction. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'action RPG, on a peut-être un peu moins de jeux d'action. Un peu moins de RPG pur. Le shoot 'em up est pour moi le meilleur exemple. C'est le genre qui a été intégré dans d'autres jeux maintenant, mais il n'y a plus de jeux shoot 'em up, quoi. Il y a des genres peut-être qui... On disait il y a chaque niche a trouvé son genre. Il y a peut-être des genres comme ça qui sont un petit peu passés à la trappe ou dont les mécanismes ont été absorbés, mais aussi parce que relevaient de l'arcade et c'est des choses qui sont faciles entre guillemets à émuler. Un bon shoot 'em up, c'est pas si facile que ça à faire, mais effectivement ça peut être de l'ordre du mini-jeu ou de la phase dans un jeu et pas besoin d'aller au-delà, je pense, pour pas mal de joueurs. En revanche, juste pour finir là-dessus, moi je suis fasciné. N'importe quel jeu que j'y joue ou pas, mais quand je vois un trailer, quand je vois des extraits d'un jeu, quel qu'il soit, AAA, indé, AA, semi-indé, ce que vous voulez, par le niveau de polish, je vais pas dire à tous les niveaux parce qu'on a encore des jeux qui sortent avec des défauts, mais vraiment d'avoir un jeu et beaucoup de bugs, d'avoir un jeu assez mis en avant, suffisamment mis en avant pour qu'il ait une place sur des sites, pour qu'il soit testé, pour qu'il y ait un petit intérêt qui se monte, et d'avoir des énormes ratages. Désolé pour Cyberpunk, hein, mais d'avoir des viandages ou des choses qui sont vraiment de l'ordre du raté pur et dur. Les pieds dans le tapis. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que vraiment, même le projet qui a moins de budget, il va avoir une DA hyper marquée, il va trouver une façon d'imbriquer plusieurs genres dans son jeu. On fait plus juste du point and click, on fait plus juste du jeu narratif, on fait plus juste du walking simulator. Il y a toujours une façon pour essayer de se différencier. Ça va aussi avec le marché qui fait que ça reste même les platformers, je trouve. Il faut toujours trouver une façon de se démarquer. Et cette manière d'imbriquer plusieurs choses dans son projet et d'aller de faire en sorte que c'est un peu comme les séries pour moi, quoi. On est arrivé à un tel niveau moyen qu'il y a des choses qui vont surpasser, qui vont sortir du lot évidemment, mais pour en trouver une ou un jeu vraiment mauvais, se dire ouais, ça c'était vraiment de la merde, quoi. Je vais pas dire que ça n'existe plus, on peut toujours fouiller. Moi-même je vais pas fouiller dans les bas-fonds de Steam, quoi. J'ai mieux à faire, mais je pense qu'on est arrivé à maturité ou à maturation, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, pour moi on a quand même passé un cap
c'est peut-être moins facile pour nous qui suivons ça depuis longtemps et qui le voient couler plus naturellement. Ça me rappelle l'arrivée de fin des années 90, vraiment le boom des musiques électroniques. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, il y a eu la dance et la techno. À côté, il y avait du rap, il y avait du rock, toujours du jazz et du classique. Enfin, les grands genres musicaux. Et tout d'un coup, à passer les années 2000, le fait d'utiliser la logique électronique a pénétré tous les autres genres musicaux. Donc il y a cette hybridation dont vous parlez, moi ça me rappelle ça. Mais j'ai le même truc un peu dans la musique où je trouve qu'en termes de création, faut vraiment, en tout cas dans tout ce qui est mainstream, c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui sorte et qui se démarche. Faut vraiment aller fouiller pour avoir quelque chose. Et le mainstream par définition est pas censé se démarquer quoi. Si c'est mainstream, c'est parce que ça plaît au plus grand monde, et si ça plaît au plus grand monde, c'est qu'a priori, à part quelques exemples bien distincts, c'est que c'est fait pour être aimé par le plus grand monde. Donc, Mais après, moi, je vais pas te mentir, mon Manon, quand je t'entends dire ça, j'entends juste quelqu'un qui a ton âge de bouteille dans un secteur particulier. Donc aujourd'hui, tu connais parfaitement ton sujet. Tu peux pas être surpris aussi facilement que tu pouvais l'être il y a 20 piges. Tu connais très bien tes goûts, ce que t'aimes pas. Ça me paraît pas choquant arriver au niveau où on est aujourd'hui avec les jeux qu'on a derrière nous, d'avoir plus de mal de reconnaître une certaine originalité dans un milieu qui aujourd'hui effectivement est arrivé à maturitération et où on est effectivement dans une entreprise aujourd'hui bien huilée. Il y a les producteurs, les éditeurs, il y a tout ça. Voilà. C'est vraiment. Ma vision, elle est pas. Enfin, je parle. J'ai la chance par mon job aussi de parler à des gens plus jeunes tout le temps et même à 20 piges en fait il y a pas dans les yeux les étincelles qu'il pouvait y avoir sur le nouveau jeu arrive et ça va être un objet de consommation instant. Il n'y a pas un game changer et en vrai oublions les jeux un moment et pensons juste machine. La NES qui sauve l'industrie du jeu vidéo au début des années 80, ce qu'elle fait c'est qu'elle crée vraiment elle démocratise les supports cartouches, elle crée la croix de direction. La Super NES elle crée les boutons L et R, on a des modes 7, des machins, des puces à l'intérieur. La 64 c'est l'arrivée de la 3D, il y a le joystick, il y a le vibreur, le joystick, à chaque fois il y a des évolutions et quand tu poursuis comme ça le disque PlayStation, le CD quoi, le CD pour PlayStation, comment ça s'appelle sur GameCube, on a la génération GameCube, Xbox et le online sur console aussi. Il y a le online qui arrive. Enfin, je veux dire, chaque génération de console, il se passait quelque chose. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la Wii entraîne donc le côté le motion gaming. Même la Wii U avec sa mablette, quelque part, elle propose de la symétrie dans le gameplay. Elle l'a fait d'une certaine façon, on va pas revenir. C'est une tentative d'innovation pour le coup. Mais il y a quelque chose. Foiré, mais tentative d'innovation. Mais il y a quelque chose. Et c'est là où... Ça rentre pas, mais vas-y, prends-le, ça rentrera pas. Et c'est là où même la Switch, moi je trouve que c'est une console qui est hyper décevante. C'est-à-dire que c'est un banger, c'est l'une des consoles les plus vendues ever. Son innovation... moi je la vois pas en fait. C'est-à-dire des consoles portables j'en avais, des consoles de salon j'en avais. Le fait de faire les deux pour moi c'est pas une révolution. Elle ne propose rien en plus qu'il n'y avait pas déjà eu. Et rien que ça, pour moi, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire que et la PS5 ou la Xbox Series X, c'est la même. C'est-à-dire que c'est des Rolls-Royce, des machines plus costauds de la génération d'avant. Mais il n'y a rien en plus, quoi. C'est là où, pour le coup, je poursuis mon idée. La Switch, c'est, encore une fois, l'hybridation poussée sur le modèle de la console. Et elle est complètement dans l'air du temps. C'est un succès total et absolu et indiscutable, dans le sens où, en plus, elle propose le catalogue de la génération d'avant de toutes ses concurrentes, c'est-à-dire que tu as une ludothèque incroyable, plus les services, en plus de rétro gaming que tu peux rajouter. Et en plus, maintenant, il y a des remakes. Alors, par contre, je nie pas du tout le côté patrimonial des remakes, etc. Et autant un upscale vendu 70 balles, ça me fait doucement rigoler. Et on en a eu un. Et il y en a plein. Et il y en a qui arrivent aussi. On parle d'aujourd'hui, mais encore une fois, c'est là où je disais que depuis quelques années, tu peux plus trop te
moquer ouvertement des consommateurs. Les remakes, les remasters qui sortent aujourd'hui, il y a un vrai truc, il y a un vrai cachet. Et ça, même si ça a beau nous agacer sur l'annonce, sur le coup, de dire ah ils annoncent ça, ils n'ont pas mieux annoncé. Quand tu vois la qualité des remakes de Dead Space, du remaster de Metroid Prime, de ce qu'ils vont faire avec Hero 4, de ce qu'ils ont fait de FF7 et de RE2 et 3 et même d'autres. En 2D HD, ils se sortent les doigts. On n'est plus sur les remasters Konami de Silent Hill ou de je ne sais quoi. On en a bouffé des remasters pourris. C'était pire que le jeu original. De l'upscale, ça c'est affreux. Mais malgré tout, c'est pas le même jeu qu'à l'époque. Donc, ce que certains jeux ont amené à l'industrie du jeu vidéo, c'est cool, mais on ne l'aura plus si on fait un remake et qu'on en change les codes. Je veux dire, King Kong dans les années 30, c'est une révolution en termes de ce que ça raconte du cinéma à l'époque. Le remake de Jackson, il a beau être 100 fois mieux fait, peut-être en termes de production, de qualité de production, de modernisation du truc, mais il a pas eu le même impact sur l'industrie du cinéma. Alors que, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que ces remakes-là, ils sont importants. Ce sont de très bons jeux, souvent. On l'a cité, en tout cas ceux qui sont bien faits. Moi, je les rechigne pas, je les boude pas, mais c'est pas la même chose. Mais pour moi, encore une fois, j'entends que maturité. C'est bête à dire, hein, et je veux pas taper sur le dos de ce que tu ressens, mais c'est simplement que oui, tout ce que je vois, c'est qu'on est arrivé au bout des genres qu'on pouvait défricher dans ce truc interactif qui est le nôtre. On est arrivé, quasiment tous les acteurs mondiaux aujourd'hui sont capables de faire du jeu vidéo et le font et racontent leur propre expérience, au point même qu'on a aujourd'hui des indés de Dordogne qui font des trucs, tu vois, genre la Dordogne, quoi, tu vois, et ça va être mondial, c'est génial, hein, attention, c'est absolument pas une critique. Mais le jeu a l'air magnifique. Le jeu a l'air trop bien en plus, c'est vrai, clairement. Il sera dans le PS Plus qui plus est. Mais c'est là où je trouve que la génération PS5 Xbox, effectivement, on est dans de l'évolution technologique. C'est une évolution technologique qui est faramineuse. Ça, il faut quand même le souligner, parce que pour monter un PC qui est au prix de ce truc-là, t'auras pas du tout la même puissance. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste plus puissant. Oui, mais pour moi, l'évolution qui est importante, ce n'est pas l'évolution technologique, c'est l'évolution commerciale de nos jeux vidéo au sein de cette génération. Parce que justement, maintenant qu'on est face à un beaucoup plus grand public, c'est très moche la manière dont je l'ai tourné, mais allons donc, on est aussi face à des regards beaucoup plus perçants de l'industrie, des autorités de la concurrence, etc. Et c'est ce qui fait que sur cette génération, on a le cross-platform, on a le cross-play, on a toutes ces évolutions qu'on aurait adoré avoir il y a 40, 30, 20, 10 ans. Mais non, parce que si t'étais Super NES, tu pouvais pas jouer avec ceux de la Mega Drive, voilà, c'était des ennemis. Et puis tu vas quand même pas jouer à Street Fighter avec les gars d'Xbox alors que t'es sur PS3, c'est bien dommage. Et ça, je trouve que c'est une évolution extrêmement pertinente et importante, et surtout c'est une évolution qui est en phase avec les attentes des joueurs modernes. Mais c'est une évolution pour moi sociale, mais pas créatrice. Et c'est pour ça que je parle d'en phase avec les joueurs modernes. Parce que pour ce qui est de la créativité, effectivement, c'est un petit peu plus complexe, mais pour moi, là encore, on revient sur la maturité. Mais le truc, c'est qu'on aura toujours ces petits créateurs. Parce que justement, là où le modèle indé, période PS3, était quelque part cette nouveauté incroyable, aujourd'hui elle est juste totalement intégrée au marché. C'est tout à fait normal d'avoir des indés, tout à fait normal d'avoir des indés à 20, 30, 40 balles, ce qui était une chose sur laquelle on tapait génération PS3. C'est juste normal aujourd'hui d'avoir plein de gens qui font plein de jeux vidéo différents, où tu peux retrouver plein de niches différentes. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Et si je le rajoute à cette évolution bonne pour les consommateurs, que de se dire ce qu'on appelait les garden walls, les chasses gardées de chacun ont fait tomber les murs, je trouve ça exceptionnel. Et ça rentre aussi dans le fait que il y a peut-être de moins en moins d'exclusivité. Ce qui a été le mot effectivement dont on avait besoin pendant un temps. Non seulement fallait se rattacher à une chapelle, mais en plus Mario versus Sonic, fallait le faire pour, mais même jusqu'à très loin, la génération PS4 Xbox One. Hein, il fallait fan de Crackdown, quoi. Ouais, non mais voilà, il fallait que quand tu choisissais ta console aussi par rapport au jeu qu'elle est avec. Voilà, si tu voulais jouer à l'autre, de toute façon tu pouvais pas. Si vous avez choisi la Xbox pour Jet Set Radio Future, bravo, vous avez beaucoup de charisme. Moi j'avais choisi la Xbox 360 à la place de la PS3 pour Alan Wake, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, mais bon, derrière, quand je me suis acheté une PS4, je me suis acheté la Nathan Drake Collection et The Last of Us Remastered. Et finalement, voilà, c'est un peu...
on est il y a des logiques de studio, évidemment que d'ailleurs on voit bien que non, puisque les jeux PlayStation Studio, les jeux Sony se mettent à sortir sur PC et finalement les joueurs PC sont en même temps des joueurs Xbox avec le Game Pass. Enfin voilà, tout ça comme tu dis, ça permet de casser un petit peu ça. Et puis je peut-être peur de dire une bêtise en disant ça, mais le fait que si un jeu devient cross-platform, il est peut-être plus facile aussi pour des studios qui ont moins de budget à développer sur plusieurs types de supports différents. Alors technologiquement, quelques générations d'avant ce serait faux, mais aujourd'hui vu que toutes les plateformes sont plus ou moins sur du x86-64, donc un PC, comme les écosystèmes se ressemblent, ouais, plus rentable, mais parce que tu as envie que ton jeu sorte sur le plus de plateformes possible, surtout quand tu as un petit budget et que tu as besoin quand même de le diffuser, et ça permet justement d'avoir des jeux moindre budget com aussi, qui finalement se diffusent et sont disponibles partout, là où tu pouvais être restreint avant à une console. Après, les jeux les plus optimisés sont ceux qui sont mono machine. Bien sûr. Et parce que quand il y a une exclusivité, ils dépensent les thunes pour l'optimisation, pour faire en sorte que. Après, faut pas oublier de souligner aussi qu'un jeu vidéo n'a jamais été aussi cher à développer qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour le rentabiliser, il faut pouvoir le vendre sur le plus de machines possible. C'est pour ça qu'il y a l'optimisation absolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un écosystème qui favorise les moteurs de jeu, alors que quelques générations auparavant c'était le petit artisan qui faisait son propre code. Il y a plein de choses qui ont évolué, qui soulignent effectivement cette industrialisation du jeu vidéo, qui peut effectivement s'opposer à la créativité. Mais quand je vois le terreau indé que tu soulignais très bien, je m'inquiète pas, quoi. Ça me. Tu vois, moi justement, j'en suis au niveau où je m'inquiète. Mais pas en tant que joueur blasé ou ce genre de choses, hein, parce que vraiment, j'aimerais me prendre les mêmes claques encore. Et vous me connaissez plus que les gens qui nous écoutent. Vous savez, je suis quand même quelqu'un qui est plutôt bonne patte quand je veux dire, de prime abord, je suis plutôt enthousiaste sur les choses. Et quand il y a un trailer qui sort pour un film, pour un jeu, pour un machin, je suis le premier à y croire à chaque fois, même quand il y a Ring rien. of Power, t'as dit du bien. Avant de le voir. Sur les annonces, t'as dit du bien. C'est vrai. Voilà. Et après, je l'ai vu. Et après, j'ai dit le reste. Et d'ailleurs, c'était l'épisode combien ? C'est l'épisode 0. L'épisode 0, l'épisode pilote. Allez l'écouter. Mais même sur les jeux indés, moi je trouve qu'il y a une sorte de conformisme quand même qui s'installe. Alors attention, hein, je parle de grands ensembles. Évidemment, dans le détail, il y a forcément des choses, il y a forcément des concepts et des choses qui sont novatrices. Et heureusement. Mais dans la globalité, on est tous ensemble avec la possibilité de jouer à tout, si je caricature un petit peu ce que tu disais. C'est du moins vers où on se dirige. Voilà, donc avec du cross-platform, donc c'est le fait de pouvoir jouer au même jeu ensemble, quel que soit le support sur lequel nous on joue. Donc ça c'est des choses qui sont vachement bien. Mais en même temps, on est tous ensemble à jouer aux mêmes choses. Et il y a beaucoup moins d'identité, il y a beaucoup moins de... Vraiment, je crois pas, parce que pour le coup, encore une fois, il y a de plus en plus de jeux. Il y en a peut-être même trop. C'est peut-être encore une fois un autre problème. Parce qu'on n'a pas évidemment le temps de jouer à tout. Hein. Ça dure bien plus longtemps de faire un jeu que de regarder un film. Je sais de quoi je parle. Je n'ai joué absolument rien qui soit sorti en 2022. Donc mon calendrier se charge avec des jeux de cette année que j'ai envie de faire. Et il est déjà surchargé avec les jeux qui sont de l'an dernier, mais pour le coup, s'il y a de tout, eh bien, tu peux même te cantonner à ta niche. Si tu as envie de faire que du point and click en 2D gros pixels, tu peux jouer à ça toute l'année et il y aura des sorties régulières là-dessus toute l'année. Mais d'un autre côté, si tu as envie d'aller picorer dans d'autres genres, tu peux y aller. Donc est-ce que tout le monde joue aux mêmes choses ? Évidemment que oui, évidemment qu'il y a des jeux, non, tout le monde ne joue pas aux mêmes choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux qui dominent il y a le mainstream, tout bêtement. Il y a des jeux qui dominent les tendances sur Steam, voilà, tout le monde joue, encore énormément de gens qui jouent à Fortnite, qui jouent à Counter-Strike, qui jouent à des jeux en ligne, à League of Legends. Il y a des jeux qui sortent au gros hit du moment, évidemment, ils ont été matraqués de toute façon de pub à ce niveau-là. Et ensuite on passe à celui d'après. Il y a tellement de grosses sorties qui s'enchaînent que finalement le mec qui va streamer ses 30 heures de Hogwarts Legacy, ça va pas être le mec qui va derrière jouer au remake de Dead Space, et ça sera pas non plus celui qui jouera à Zelda Tears of the Kingdom. Et tout ça sort dans un espace de 4 mois. Oui, mais ça j'en suis complètement conscient et je suis complètement d'accord pour dire que à part Hogwarts Legacy, c'est des bons jeux. Et du coup, mais si tu prends Hogwarts Legacy, que tu enlèves le skin Harry Potter et que tu mets le skin de n'importe quoi, c'est le même jeu en fait. Je suis pas là pour parler de qualité. Hein. Non mais voilà, et c'est ça moi que je dis, c'est que dans toute cette masse de trucs bien et de trucs moins bien,
On peut jouer aux choses qu'on aime, qu'on connaît déjà et auxquelles on a déjà joué, une nouvelle itération, mais il n'y a pas à un moment une nouvelle avancée. Je veux dire, il y a un mur de jungle et il n'y a plus personne qui prend une machette pour tenter quelque chose. Voilà, c'est ça qui me manque. Tu vois, de se dire, là, il y a un nouveau chemin. Justement, pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'on l'a déjà défriché, la jungle. Et qu'aujourd'hui, chacun a bâti son petit settlement, sa petite cabane, on va dire. Et donc, le jeu vidéo n'évolue plus. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que tu démarres d'une cabane, tu peux faire un très magnifique palais. Pour moi, justement, il y a ce côté de spécialisation et de communauté aujourd'hui. C'est que le jeu vidéo est tellement multiple et les consommateurs de jeux vidéo sont tellement multiples qu'on peut effectivement désormais rester dans un genre, s'y sentir super bien, voir les subtilités de chaque évolution. Et surtout, je trouve que le mythe dans lequel on a grandi peut-être un peu plus notre génération par rapport aux autres, de se dire qu'on pouvait jouer à tous les jeux vidéo importants d'une année, n'existe plus aujourd'hui face justement à la multiplication de la production. Oui, puis il y a des jeux importants qui vont te tomber des mains ou qui juste ne t'intéresseront pas parce qu'ils tombent pas dans ton carcan à toi, quoi. Mais à l'époque, tu te faisais juger quand quand il te tombait des mains. Aujourd'hui, dans ton milieu plus, parce que tu dis que t'es joueur, si t'as pas touché un From Software, tu fais pas partie des vrais joueurs. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On les vanne très souvent. Des bisous à Théo. On adore faire des roulades en slip, y a pas de problème. Mais non, dans les faits, en plus, on a tous plus ou moins envie de toucher à Bloodborne, quoi qu'il arrive. C'est juste qu'on est trop mauvais. Non, moi j'ai arrêté ça. Mais voilà, il y a juste cette cette spécialisation, excusez-moi de ça, qui fait que, pour moi, ça prouve que le jeu vidéo n'a jamais été aussi riche, puisqu'on peut enfin avoir son propre goût, revendiquer sa différence, aimer les JRPG et les jeux de combat, et avoir de quoi manger sur toute l'année sans souci. Alors que tu me dis, tu vois, le jeu vidéo n'évolue pas alors que t'as jamais touché à Persona 5, moi je suis juste ça, t'es pas dans le bon carcan du jeu vidéo, on rejoint la famille. Mais le genre que représente Persona, j'en ai joué plein, donc c'est juste faire une nouvelle itération de ce genre de jeu. Enfin, tu vois, moi j'entends, j'ai pas touché au jeu, mais vu que j'ai 30 piges de jeux vidéo derrière moi, je pense déjà savoir ce que c'est. Et c'est là où justement je te dis, il y a peut-être un petit jeu j'ai du bagage maintenant qui te joue un peu des tours, potentiellement. En termes d'évolution pure, il y a vraiment un parallèle à faire avec le cinéma, d'autant plus qu'on arrive, tu l'as dit, à quasiment le jeu vidéo, il a un demi-siècle d'existence. En un demi-siècle, le cinéma a connu une tonne de révolutions. Je pourrais même pas toutes les citer, je les connais même pas forcément toutes, mais rien si on pense au son, à la couleur, au cinémascope, à des inventions technologiques pures, genre le Steadicam, donc la possibilité de se balader avec une caméra qui soit ancrée sur soi pour avoir une image fixe, même quand on se déplace. Enfin, il y a eu énormément de running gags. Oui, aussi. Oui, une pêche melba, enfin tout ça. Il y a eu énormément d'innovations en, je vais pas dire assez peu de temps, mais finalement, en tout cas, derrière, une fois qu'on est arrivé à ça, l'idée c'était juste de savoir comment on allait pouvoir tirer le mieux parti de tout ça. Et déjà, c'est déjà très compliqué. Et ensuite, je vais pas dire que le cinéma a stagné encore une fois en termes d'évolution, mais finalement, on a eu la 3D, on a eu la 4DX, maintenant c'est le high frame rate, etc. Est-ce qu'on peut dire que, c'est des évolutions encore une fois technologique. Est-ce qu'on peut dire que pour autant ça fait évoluer le cinéma mainstream, etc. Il y a encore un débat, il faut pouvoir s'en saisir, il faut que les salles soient équipées, il faut que les gens puissent la regarder, même la 3D à la maison ça n'a jamais pris, enfin. Et est-ce que le cinéma stagne? Oui sans doute, mais c'est pas pour les mêmes raisons, enfin en tout cas pour moi c'est pas parce qu'il n'y a pas un bond en avant et des innovations technologiques qui fait que ton média est forcément en train de moisir en fait. Pour le coup il y a quand même un lien par rapport au cinéma sur certains ralentissements d'évolution, au moins concédez-moi ça. Oui, mais c'est des logiques de studio, ça n'a pas à voir avec... Oui, mais justement, et je pense que le jeu vidéo a aussi ça, malgré tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur majeur comme Ubisoft, avec l'empire que ça a été, un des plus gros éditeurs, ça l'est toujours d'ailleurs, actuel, ont décidé de couper toutes les nouvelles idées, tous les nouveaux concepts, tous les trucs qui ne sont pas assurés d'être bankable, pour se reconcentrer sur 3 ou 4 licences fortes et faire du jeu à service. C'est-à-dire que alors jeu à service, c'est au lieu de sortir un nouveau jeu avec un nouveau moteur tous les 2-3 jeux, une nouvelle aventure, on garde le jeu et on rajoute
une nouvelle zone, un nouveau truc, C'est un nouveau un machin. jeu qui n'en finit plus, sur lequel tu réinvestis de l'argent Comme un League of constamment. Legends. C'est pas un comme tout achat ça. unique, quoi. Avec des saisons, des mises à jour, du nouveau contenu, voilà, pour en gros. Et là, on vient de décrire 80% de l'industrie. Alors pas encore tout à fait, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Jusque-là, c'était quand même réservé assez aux jeux plutôt e-sport. Plutôt aux jeux qui devaient s'inscrire dans la durée pour avoir une vie de... Même avant ça, il y avait les MMO, effectivement. Tu vois, Et les MMO. Pour moi, c'était ça le jeu à service. Après, effectivement, il y a eu Ouais. l'e-sport, etc. qui a oui, bien changé les choses. même finalement les Assassin's Creed sont devenus ça. On a eu ça avec Destiny. Enfin voilà, c'était C'est-à-dire que tu prends ton Valhalla, le dernier, des Anthem. Bon. ou Destiny 2, on est à la... je sais pas combien de DLC qui Destiny, rajoute... c'est un MMO après. Donc, normal, quelque part. Ouais, c'est encore un peu différent pour moi, Ouais. mais tu vois, c'est pas un MMO On est entre les deux. full, mais on est dans C'est un... un MMO FPS, ça a toujours été un MMO FPS, les gars. Là, pour le coup, Destiny, les autres exemples, oui, Destiny, non. Mais ça fait quasiment 10 ans finalement qu'on est sur ce modèle-là et il fait ses Même- preuves, je pense, même encore plus, une fois pour le studio sous Destiny, c'est 2014, mais c'était peut-être même oui, en tout cas dans les MMORPG évidemment que c'est bien avant, mais parce qu'ici il y a une logique de production tout simplement. Hein. T'as pas besoin de repenser un jeu et sa DA, t'as déjà le moteur, tu fais des mises à jour régulières et en plus tu fais en sorte que l'une des grandes peurs des studios en plus, par la prolifération des jeux justement, c'est qu'ils aillent voir ailleurs. Donc on a envie de faire en sorte que non, restez sur notre jeu, puis de toute façon maintenant, dans un mois vous aurez ça, dans 3 mois vous aurez ça. Il y a vraiment énormément de jeux, même les C'est jeux le indés, calendrier Marvel. même les jeux indés qui ont vraiment des feuilles de route. Et je pense notamment à Dead Cells, mais même des jeux un peu plus confidentiels comme Blasphemous, qui est un Metroidvania que j'adore. Il y avait effectivement des mises à jour régulières avec des personnages qui arrivaient d'autres univers. Shovel Knight, même si c'est encore différent, parce que c'est lié à son Kickstarter, il y a eu 5-6 jeux différents qui ont été promis avec des mises à jour régulières, etc. Donc on est effectivement dans cette logique-là de contenir les joueurs dans notre univers à nous. On est dans l'économie du taux de rétention. Ça, s'il y a bien quelque chose qui a changé sur ces 10-15 dernières années, peut-être même 20, parce que ça a commencé à la période PS3, c'est qu'on ne regarde plus les ventes des jeux, en fait. Hein. On regarde ta communauté, est-ce qu'elle tient sur le temps, est-ce que tu peux la faire grandir par le biais des DLC, par le biais de campagnes de communication ou ce genre de choses. Et effectivement, ça change beaucoup de choses sur la manière dont on appréhende le jeu vidéo au quotidien. Mais ça ne va pas forcément toucher tous les genres. C'est ça que je trouve assez étonnant. Tu vois, dans le JRPG, enfin le RPG même d'ordre général, qui est cher à mon cœur, on n'observe plus tant ça finalement. Ouais, mais regarde, t'as des acteurs majeurs comme Electronic Arts, par exemple, qui, conscients de ce genre de choses, pendant un temps, se sont mis en retrait de « on va vous faire un vrai jeu avec une aventure ». Tu vois, c'était vraiment devenu du... C'est devenu l'argument de non, on va refaire comme on faisait avant. Vous vous souvenez, ça vous a manqué, hein? Ouais. Et là, ils y reviennent. Parce qu'en fait, tous ces jeux à service, c'est du temps de gameplay. Mais je suis pas convaincu que ce soit une expérience qui soit marquante et qui te transcende, qui te sorte. Je veux dire, on va pas refaire le procès. On a des blockbusters, genre on est au 10e Fast and Furious, au 8e Mission Impossible, on est au 452e Marvel, etc., etc. C'est pas vraiment... Alors, ils ont tous des niveaux de qualité différents. Le dernier Mission Impossible, par exemple, est bien mieux que le 3e ou que le second. Donc, bon, voilà. Mais on est quand même... Mine de rien, c'est pas ces films-là qui chopent les récompenses, quoi. C'est pas ceux-là qui ont un regard sur la société, qui font avancer les choses. Donc, on revient aux jeux vidéo. Et tous ces jeux à service, tous ces jeux qui restent dans le temps, sont pas forcément les jeux qui vont marquer. Je veux dire, le trio de tête des jeux qui ont eu le plus de récompenses ever, de toutes les cérémonies de récompenses réunies, il y a Last of Us 2, il y a The Witcher 3 et j'ai oublié le 3e. Probablement The Last of Us 1. Non, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, pour te dire que... Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'aventure solo, hein, celle qui raconte un truc. Solo. Mais c'est là pour moi où faut pas. C'est des jeux qui... Il y a un vrai distinguo à faire, effectivement. Quoi. À partir du moment où on parle d'évolution, d'innovation, effectivement, on pense aux jalons, même tu peux encore une fois revenir au cinéma et des films qui ont marqué des étapes, Tron, Jurassic Park, etc. Voilà. Dans le jeu vidéo, on pourrait le faire aussi. Et forcément, que là, depuis je pense 5-10 ans, on n'a pas le recul pour. Je pense pas. Même on peut se dire, effectivement, The Last of Us à 10 ans. Hein, donc, effectivement, oui, là, tu peux peut-être maintenant te dire. C'est un jalon. The Witcher 3, Breath of the Wild, dans la manière dont derrière il y a d'autres jeux qui vont s'en emparer
pour reprendre des petites touches à droite à gauche, évidemment que Dark Souls le premier par exemple, mais par contre on reste aussi dans une industrie où quand on parle de jeux service, là pour le coup on est aussi dans une logique de divertissement et d'occuper les joueurs et de faire en sorte que ils continuent à s'amuser, ou en tout cas s'ils y reviennent c'est qu'a priori ils y trouvent leur compte. Et c'est vrai qu'a priori cette logique-là, on risque de pas forcément d'avoir un petit peu de mal à en sortir. Et il y a aussi, tu parlais, je me souviens des logiques pour les nouveaux jeux, à savoir est-ce que ça vaut le coup pour mon financement, pour mes rentrées d'argent, pour mon côté marketing, d'intégrer encore, maintenant on est aussi là-dedans, dans les abonnements. Est-ce que j'intègre le Game Pass, pour combien de temps, combien ça me coûte, est-ce que j'en sors et qu'est-ce que ça veut dire si j'en sors. Et le PS Plus, c'est pareil, il y a 3 niveaux avec différents catalogues pour chaque. Ça aussi c'est devenu une nouvelle façon pour les joueurs de concevoir, de consommer les jeux, et peut-être plus de les picorer au lieu de passer, de s'investir sur un jeu ou deux jeux en particulier. Même pour rajouter au truc, parce que je sais que Menro en particulier est très friand du Game Pass, mais ça n'est pas que pour les joueurs, il faut bien se rendre compte aussi que pour les développeurs, les services comme Game Pass et PlayStation Plus sont devenus extrêmement importants parce que ça leur permet d'avoir une manne financière garantie à un certain développement. Il y a des jeux qui sont sortis sur ces plateformes qui ne seraient jamais sortis autrement en fait. Parce que Stray notamment, effectivement, parce que justement, maintenant qu'on est face à une offre qui est gargantuesque, réussir à trouver le retour sur investissement dont tu as besoin pour un studio, notamment les indés, mais pas que, c'est de plus en plus compliqué aussi, et ces services-là leur permettent de clairement d'assurer leurs arrières en fait. Je pense aussi, on te laisse enchaîner, je pense aussi que j'ai oublié Epic Games. On sait régulièrement ils sortent. En tout cas, on finit par savoir combien d'argent a donné Epic Games aux studios pour les intégrer dans leur catalogue, entre guillemets, en tout cas pour les intégrer dans leurs jeux gratuits offerts régulièrement. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte maintenant quand tu développes un jeu. Est-ce qu'on peut intégrer ces services-là? Combien de temps après? Combien ça peut nous rapporter, etc. On parlait de jeux services, on parlait de services d'abonnement aussi en soi, mais de business model. Et du coup, le business model, il y a un type de jeu qu'on n'a pas abordé là, mais qui pour moi est vraiment au croisement de business model et pourtant qui est aussi une nouvelle façon de jouer, c'est le jeu mobile. Et le jeu mobile, pour le coup, autant moi personnellement c'est vraiment pas ma cam, mais aujourd'hui lui-même il est ultra pluriel. Oubliez les Candy Crush et les Farmville, hein, ça on a quand même bien évolué depuis et il y a plein de typologies de jeux. Le jeu sur mobile est juste un support additionnel en plus. Enfin, un support en plus. Un Genshin Impact, il sort partout, par exemple. Hein. C'est le même jeu qui soit sur console, sur PC, sur mobile. Et donc, il y a eu cette évolution-là. Et par contre, en termes de gameplay, d'approche, de temps de jeu, genre tu joues sur un trajet court, donc il faut penser le jeu dans sa création pour qu'il soit sur une consommation rapide et étalonnée peut-être. Donc ça, c'est des évolutions qui pour moi ont été peut-être parmi les dernières. C'était le cas sur PSP, c'était le cas sur GBA. Enfin, c'est le gameplay d'un jeu mobile après. Pour moi, c'est la récupération de la logique de l'arcade, même si tu vas par là. Même Game & Watch ou des trucs comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'est pas une dernière évolution du jeu mobile, tu vois. Non, ce que je dis, c'est que le jeu mobile a amené une nouvelle interface, une nouvelle façon de voilà, et que du coup, il a fallu réfléchir aux choses un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la version mobile n'était pas la même que la version quand on était sur la J'avais mal compris. Voilà. Et mais on a aujourd'hui, moi tu le disais, moi le Game Pass c'est un truc qui m'a permis de jouer, mettons, à ce qui se passe en France là, qui a été le jeu français là, qui a été primé, The Plague Tale. Je pensais que tu allais directement aller sur Subnautica. Mais Subnautica, Tunic, etc. Tout ça, tous ces jeux-là. Puisqu'il y a des articles sur legrandpop.fr. Me faisait de l'œil. J'y aurais joué, mais j'aurais attendu des soldes, Là, ça m'a permis de les jouer au moment où on en parle, de pouvoir être tenu à jour, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Mais autant j'ai adoré tous ces jeux, autant Plague Tale, c'est jamais qu'un copier-coller avec un skin différent de Last of Us quelque part, qui lui-même, si on enlève le storytelling, est la même chose qu'un Uncharted. Et tu vois, et c'est là où je dis que malgré tout, je retombe sur mes pieds par rapport à mon propos. Hein. C'est que tous ces jeux-là, je les trouve super bien.
Tunic pour moi va un peu plus loin, mais ça reste dans son parce qu'il raconte quelque chose d'autre. Si on fait la vraie fin, mais en soi, on dirige un personnage en vue de dessus. Je veux dire, Solstice sur NES le faisait. C'est sûr que le gameplay est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus intuitif et beaucoup mieux pensé. Parce que pour moi, si tu t'arrêtes au genre de jeu, tu vas être bloqué dans ta réflexion, dans ta manière d'aborder les choses. Mais par contre, il y a tout un tas justement de créateurs et de gens qui maintenant pensent le jeu en termes de comment je vais utiliser ce jeu-là, ce gameplay-là, cette direction artistique-là pour raconter quelque chose de différent. Et on l'oublie aussi, hein, mais le jeu vidéo a une manière de raconter qui n'est évidemment pas la même que un livre, un film, etc. Et là, pour le coup, c'est là où on revient justement à ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'on est sur une génération de créateurs qui ont grandi avec ces jeux-là et qui se servent justement de leur expérience, de leur vie, de leur passé de joueur pour infuser ça. Et pour moi, il n'y a pas forcément... Ça peut pas forcément être une mauvaise chose dans le sens où je vais refaire revenir des classiques, ou je vais refaire, maintenant que c'est moi qui suis aux commandes, je vais refaire Super Mario Bros 3 ou refaire tel claque que j'ai vécu quand j'étais gamin ou ado. C'est comment je vais me servir de mon expérience de joueur pour raconter quelque chose de nouveau. Et Tunic, c'est ça, les mecs ils rajoutent une nouvelle langue, ils rajoutent dans son propre jeu, ils rajoutent une nouvelle manière de concevoir son jeu et d'en faire une espèce d'histoire du jeu vidéo à travers ça. Et ça, si justement ça fait preuve, encore une fois pour moi, de l'avancée, en tout cas d'une évolution de la manière de raconter. Et finalement, c'est pas juste oui, t'appuies toujours sur un bouton, t'appuies toujours sur B, il sort son épée, il tue des ennemis. Ça n'a pas changé depuis le premier Zelda, mais ce qu'on nous raconte à travers ça, pour moi, c'est une vraie évolution. Et ce que j'aime particulièrement quand on parle justement de ces abonnements-là, les Game Pass, les PS Plus, etc., c'est qu'on fait appel aussi à la notion de catalogue. Et je trouve que c'est une évolution importante dans la manière dont on consomme le jeu vidéo, on peut rester sur l'analogie du cinéma, c'est que là où on avait aussi cette injonction à jouer à la dernière production, aujourd'hui, je trouve qu'on est amené à aller voir du côté des productions d'avant. Alors qu'auparavant... Ou les phases B. Ou les phases B, exactement. Il y avait cette idée auparavant de quand tout le monde jouait à la PlayStation et que t'étais resté sur ta Super Nintendo, hahaha, la honte. Alors qu'aujourd'hui, on peut décemment aller dans une soirée jeux vidéo et quand le gars d'en face joue à Call of, toi t'es sur ton Beautiful Joe et vous pouvez discuter sans aucun souci. Il n'y a pas de feinte là-dessus. Pas avec les mecs de Call of. Moi, je parle qu'avec les gars de Beautiful Joe, c'est surtout ça. Mais non, plus sérieusement, je trouve que cette notion est super importante parce que ça permet aussi d'ouvrir les esprits d'une nouvelle génération aux jalons importants du jeu vidéo sans même passer par le remaster et le remake. Et d'une manière extrêmement accessible, parce que ce dont on parle pas aussi, c'est que les prix du jeu vidéo ont augmenté, quelque chose de phénoménal. On en parlait juste avant. 80 balles le jeu PS5. C'est voilà. ça, c'est pour ce que je disais juste avant en off, où vraiment je me suis mis à me dire, mais attends, je peux pas acheter 4-5 jeux PS5, là je m'en tirais pour 300 balles. Ça fait le prix de la console, alors que là, 12 € par mois, non seulement, pour parler du Game Pass, parce que le PS Plus c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus cher. Il y a plusieurs offres, mais voilà, c'est beaucoup plus cher. C'est le bordel. Dire. Mais pour aller sur le Game Pass, c'est alors 12,99 il me semble par mois, donc on va dire 13 € par mois. Tu as un catalogue incroyable avec une centaine de jeux, mais en plus il te force pas à acheter une console. L'accessibilité du jeu vidéo est devenue folle sur cette génération. Je sens que tu veux aller vers un sujet, mais que t'oses pas encore mettre le doigt dedans. Non, moi j'ai rien dit. Non, je voulais juste te dire, elle te force pas à acheter la console, oui, mais dans l'absolu, je suis quand même assez d'accord, mais faut pas oublier que sur le Game Pass, tu n'as pas le même catalogue si t'es sur console, sur PC ou en cloud. Mais c'est une limite technique. Et c'est un peu le choix que je trouve un peu triste qu'a fait Microsoft de faire en sorte que ses serveurs soient des Xbox. Mais littéralement. Donc du coup, ils ne peuvent pas adapter, comme d'autres services peuvent le faire, adapter la gestion du jeu, donc la manière d'interagir, au support. Même si tu as un MMO, alors qu'un MMO généralement c'est au clavier que tu es le plus confortable parce que tu as toutes les touches, etc. Si tu joues à un MMO sur PC, tu auras la version Xbox où il te faut forcément une manette. C'est un peu naze. Après, c'est aussi les débuts du service. On est à peu près certain que ça évoluera. Ou alors, effectivement, tu as les versions PC. À ce moment-là, tu es dans le catalogue uniquement PC. Je pense que ça va évoluer d'ici 10-20 parce qu'on n'en a pas fini sur cette évolution. Clairement, là, c'est qu'un premier pas de la part
part d'Xbox sur un marché qui effectivement me tient à cœur, qui est, je te laisse introduire. En fait, je t'ai lancé la perche, tu l'as pas saisi. Hein. Bah, j'attendais de voir, mais effectivement, il y a le cloud gaming, puisque c'est aujourd'hui important. Mais Otaksu, qu'est-ce que le cloud gaming? Otaksu, le cloud gaming, incroyable. Quoi, toi qui parles de ça? Alors C'est que jouer dans les nuages. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, effectivement, l'idée est que vous jouez à une console distante. Alors, une console ou un PC distant. C'est-à-dire que toute la puissance de calcul est sur Internet, sur un serveur, et vous envoyez simplement vos inputs, donc ce que vous faites à la manette, A, B, X, Y, qu'importe, et vous recevez le signal vidéo. Donc ça veut dire que de chez vous, peu importe l'appareil, même si c'est un four micro-ondes, vous pouvez potentiellement lancer n'importe quel jeu tant que vous avez la puissance de décoder une vidéo YouTube, fondamentalement. Faut un écran. Faut un écran, et il faut avoir de quoi décoder une vidéo YouTube. Fondamentalement, un téléphone à 150 balles te fait ça, une box Android à 60 balles te fait ça. Enfin, vraiment, en termes d'accessibilité, de respecte ma PS Vita 2. Ça aussi. Bah, sachez que la Retroid Pocket 2 que vous avez est capable de jouer dans le cloud. Meilleure couleur, évidemment. Mais chacun ont les meilleures couleurs quoi qu'il arrive. Allez nous voir sur YouTube si vous voulez voir de quoi on parle. mais du coup, ce cloud gaming, ça a évidemment énormément d'intérêts, énormément de défauts. La qualité de ce service-là, c'est que c'est le service ultime pour briser tous les garden walls, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune chasse gardée, puisque pour le coup, il n'y a pas de console. Donc fondamentalement, tu vas pas aller prêcher ta paroisse quelque part, sachant que ta paroisse, c'est juste d'avoir Internet. Évidemment, une des limites de ça, c'est qu'il faut Internet. Ben moi, j'aime pas Internet. Bon débit. Pas Internet. Il faut pas. Non, aujourd'hui, non, il faut un débit stable. C'est différent. C'est différent. Dans les faits, je peux jouer au cloud gaming tranquillement sur un ADSL à 200 km de mon serveur sans aucun souci. Ça, il faut encore s'y connaître un petit peu pour établir de la stabilité, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qui va évoluer. Technologiquement, on le sait déjà, la fibre optique remplace le cuivre, la 5G va remplacer la 4G, etc. etc. C'est qu'une question de temps. Par contre, vous êtes dans un train, vous jouez pas, parce que forcément ça se déconnecte non-stop, vu qu'il faut passer d'antenne en antenne. Mais il y a aussi un gros argument qui pour moi on oublie, c'est que c'est pas censé forcément remplacer les consoles. C'est censé ajouter une couche d'accessibilité supplémentaire. De la manière dont je l'utilise, c'est quand je suis chez moi à la maison, j'ai ma grosse PS5 ou j'ai mon gros PC, je joue en 4K toute berzingue, c'est trop bien. À la pause déj, quand je suis au bureau, je me fais mes petites quêtes supplémentaires, mes petits trucs tranquillement sur le Teco, en streaming sur ça. Voilà, et on est très bien. Et même si, donc il y a ce côté plus hardcore de la pratique, et il faut aussi penser à justement un foyer qui n'a pas forcément les moyens de dépenser aujourd'hui 550 balles pour une PS5. Quand on se fait pas avoir à cause de la... Voilà, marché. quand on se fait pas avoir en prime, mais qui pourrait très bien déjà avoir pour les gamins un Chromebook à 200 balles, qui fait tourner un abonnement à 13 € par mois, qui est quand même beaucoup plus accessible pour la plupart des foyers, et qui ne loupe pas justement cette expérience sociale qui est aujourd'hui importante du jeu vidéo dans les cours de récré, en fait, tout bêtement. Aujourd'hui, tu joues pas aux jeux vidéo, c'est comme si, pour notre génération, tu loupais Pokémon, quoi, tu vois, ou tu loupais Dragon Ball à la télé. T'étais un paria, quoi. Ou t'avais pas des baskets. T'avais pas les baskets. Et voilà. Et en plus, il a pas dit bonjour. Là, c'est terrible. Et là, tu vois, je repense à tous les gamins et les gamines qui avaient des mocassins à pompons et qui savent de quoi je parle. Donc, on est allé loin depuis le cloud gaming, mais j'aime bien faire des grands écarts. Ouais, voilà, on est finalement dans je pense de plus en plus, enfin c'est ce que tu dis, dans une logique encore une fois il est déjà accessible au plus grand nombre puisque c'est la plus grande industrie mondiale, mais on a encore pas mal d'évolutions, enfin en tout cas de perspectives à venir pour le rendre de plus en plus accessible. Il y a en fait l'avantage quand tu es dans un marché qui est pour le coup mature, c'est que tu peux plus ou moins le faire à ta carte.
Et je pense que finalement, c'est peut-être ça la grande différence par rapport à il y a encore quelques années. Tu voulais jouer à tel jeu, c'était telle console. Tu voulais jouer avec tel type de personne, c'était de cette façon-là. Tu voulais faire une LAN en ligne, et tu ramenais avec ta grosse tour, tu branchais 28 câbles et tu priais pour que maman elle utilise pas le téléphone, quoi. Et maintenant, on arrive à faire tous plus ou moins, je pense, ce qu'on a envie de faire par rapport aux jeux vidéo. Ce qui nous manque juste, c'est le temps, évidemment, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais on arrive même assez facilement à jouer à des jeux du passé, à des jeux d'il y a 4, 5, même 10 ans, qui étaient presque les plus difficiles à trouver. Hein. On est à la limite du rétro gaming. Même le rétro gaming, on n'en a même pas parlé, mais ça fait aussi partie sur la Switch aujourd'hui, tu peux te refaire l'intégralité de la NES, Super NES et même de la Master System, de la Mega Drive. Ils ont même réussi à avoir le Rivaux de l'époque, quoi. Avec un service pas terrible et qui coûte trop cher, mais tu peux quand même. Voilà. J'ai dit que c'était possible. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que c'était possible. Mais on est dans cette logique-là. Effectivement, les évolutions, je pense qu'elles sont pas forcément à chercher du niveau purement. J'arrive pas à mettre le doigt sur le terme que je Créatif cherche. ou technologique. Ouais, encore créatif, ça se discute parce que finalement, je considère qu'il y a des gens qui inventent Je pense qu'on l'a bien discuté là. des nouvelles choses. Non, mais voilà, enfin, Nouvelle façon de jouer. Pour rebondir sur des nouvelles façons de jouer, pour rebondir sur le point que je disais tout à l'heure, il y a pas si longtemps, l'idée c'était encore d'aller sauver la princesse dans un château, quoi. Ça nous paraît loin, mais ça l'est pas forcément tant que ça. Et on n'a même pas parlé non plus de l'accessibilité physique avec tout un tas de manettes à customiser, des supports spécifiques aux gens qui ont des handicaps, quels qu'ils soient, et le jeu vidéo ne fait que s'ouvrir. Et on a encore des perspectives à venir. Est-ce qu'il y a des choses, des souhaits que vous aimeriez voir réalisés? Je vous prends peut-être un peu à brûle pour point. Non, j'y réfléchis déjà un petit peu. Moi, pardon. Moi personnellement, moi personnellement quand même. Moi personnellement. Je m'engage. Moi personnellement. Voilà. Moi Menro personnellement, je m'engage de tout temps à jamais. L'homme. Non, plus sérieusement, j'aimerais qu'on dépasse un peu ce côté du tout studio. J'ai le cinéma en tête en même temps, mais c'est un peu ça. Que la main passe des producteurs aux auteurs un peu plus. Je sais pas comment expliquer ça. J'aimerais quelque chose de peut-être plus disruptif. J'aimerais que le jeu vidéo à un moment puisse proposer des choses dont on n'est pas à rougir vis-à-vis d'autres médias, et c'est encore trop rare. J'aimerais avoir des choses un petit peu plus parfois un regard un petit peu plus aiguisé, quelque chose, un message, une idéologie, quelque chose de peut-être plus politique aussi. Voilà, les exemples existent, mais ils sont trop rares, je trouve. On est sur un jeu, mais pas que, et je trouve que ce pas que me manque un petit peu. Voilà, j'aimerais qu'on ait des propositions plus franches, plus marquées. Voilà, c'est un peu ça. À défaut de ne pas avoir de nouvelles façons de jouer. Tu veux jouer avec l'hologramme de Mélenchon, c'est ça? J'ai Non, bien compris. mais tu vois, Paper Please, c'était un truc qui était assez intéressant quand c'est sorti par rapport à ce que ça raconte. On a parlé de Last of Us, d'intégrer de la cinématographie, du storytelling, de l'acting dans le jeu vidéo. Encore une fois, c'est sympa, mais c'est pas le cœur du gameplay. Et jouer à Hi-Fi Rush. Voilà. Non, ouais, mais encore c'est de la rythmique. Je suis d'accord avec toi, mais il y a toujours eu cette dichotomie qui aujourd'hui on arrive à un peu mieux la fusionner, mais le gameplay et l'histoire, quoi. À quel moment le jeu vidéo cesse d'être jeu vidéo, à quel moment le jeu vidéo est trop jeu vidéo, quelque même part par aussi, le gameplay, mais... je pense que tu peux avoir des propositions nettes et qui racontent quelque chose ou qui véhiculent quelque chose. Oui, complètement. Tu vois, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand même, parce que j'ai essayé de te taquiner pour faire le débat, mais je suis quand même assez d'accord avec toi sur le fait que le message du jeu vidéo pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'il se permet aujourd'hui. Mais je pense aussi que je ne m'inquiète pas, parce que pour moi c'est la direction du vent, en fait, tout bêtement. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, et dans les choses que j'ai envie de voir arriver, c'est d'aller encore plus loin dans le cross-platform, dans le cross-play. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est cool, on peut jouer un petit peu tous ensemble. Si on utilise certains services, on peut accéder au même jeu sur plusieurs plateformes différentes. Moi j'ai envie qu'on aille plus loin, qu'on rajoute les DLC dans le truc, parce que j'en ai un peu marre de racheter 3 fois le même Fighter Pass pour les trois plateformes différentes. Mais surtout j'avoue que moi j'attends le moment, l'évolution technologique qui me permettra de vraiment profiter du cloud gaming
peu importe où je suis, parce que je dois avouer que justement dans cette difficulté à trouver du temps en tant qu'adulte responsable, et encore je suis célibataire, CDI assez carré, la difficulté de trouver le temps de jouer a été pas mal comblée par justement cette idée de pouvoir accéder à tout immédiatement dans des conditions très confortables. Tout ce qui me manque finalement pour le cloud gaming, c'est d'avoir ce côté, effectivement, je n'ai pas besoin de m'arrêter pour jouer, m'arrêter quelque part pour jouer. Aujourd'hui c'est le cas, je peux m'arrêter partout, ça c'est cool, je peux m'arrêter dans un hôtel, je peux m'arrêter en ADSL, en race campagne, j'ai absolument aucun problème. Mais le trajet pour y aller, par contre, après je joue à des jeux rétro, donc je suis content, tu vois, genre, je me suis adapté à ce truc là, mais si on pouvait arriver à vraiment faire tomber le principe de plateforme et faire tomber du coup ce principe d'achat multiple pour accéder au même truc et qu'on ait vraiment quelque chose de bien carré, moi ça me plairait beaucoup, même si dans les faits ce serait aussi admettre une évolution que je n'aime pas trop, mais je pense que c'est le sens du vent aussi, qui est qu'on va vraiment dans le jeu vidéo en tant que service, même quand on ne fait que consommer une expérience solo, parce que c'est ce que rajoute le cloud aussi, c'est-à-dire que les jeux solo deviennent un service aussi avec le cloud, ce qui n'est pas forcément une évolution la limite, ça reste aussi la propriété intellectuelle qui est gérée sur des serveurs qui sont pas à toi, c'est-à-dire que tu loues des choses, c'est jamais à toi pour y rejouer, genre quelqu'un qui veut jouer au deuxième Call of Duty en réseau, il peut bien aller se faire cuire le cul, hein. Les serveurs sont éteints depuis longtemps et à moins d'émuler un serveur et ce genre de choses où il faudrait quand même avoir un minimum de bagages, c'est juste infaisable, donc il y a quand même des... Attention. Ouais, il y a beaucoup de choses, clairement. C'est pour ça que j'essaie toujours de souligner ça aussi. Après, moi, ce que j'aime faire et ce que je recommande à tout le monde, c'est de créer son propre serveur de cloud. J'en ai parlé plus d'une fois dans le JDH ou des trucs comme ça, de transformer son propre PC en tant que serveur de cloud. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ma PS5 en tant que serveur de cloud. Et là, du coup, j'ai un certain contrôle quasiment intégral sur la manière dont je gère mes jeux, la manière dont mes achats sont respectés aussi. Que je trouve peut-être un petit peu plus pertinent, mais il y a des offres cloud qui, je trouve, en termes de modèle économique, sont plus pertinentes que d'autres, notamment GeForce Now, parce que du coup, c'est les jeux que tu as déjà achetés sur Steam, donc au pire, si demain tu arrêtes ton abonnement, t'as encore tes jeux, t'as rien perdu, alors que Feu Stadia avait fait cette grossière erreur que de réclamer non seulement un abonnement, mais en plus les achats des jeux, et ils ont dû rembourser tout le monde parce que c'était un fiasco, et heureusement que c'en était un. Ce modèle économique aurait été atroce. Moi de mon côté, je pense que c'est un peu un vœu pieux, je sais pas trop si j'y crois trop, mais j'aimerais une nouvelle direction pour le AAA. Je pense que pour ce qui concerne l'industrie du jeu vidéo d'une manière générale, les diversités vont se creuser, enfin, quand je dis vont se creuser, dans le sens où chacun va réussir à trouver son compte, et différents studios qui vont se spécialiser, et on aura à la fois des gros jeux bourrins et ce qu'on appelle maintenant des wholesome games, c'est-à-dire des jeux un peu plus un peu plus posés, un peu plus doux, un peu plus cotonneux, je sais pas comment trop le décrire, mais voilà, pour passer des entre guillemets bons moments. Mais j'aimerais que y ait cette nouvelle direction qui soit prise. On a bouffé de l'open world pendant toute une génération, ça fait quasiment 10 ans, et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toujours la direction vers laquelle il faut aller pour se donner le droit d'être un grand jeu. Enfin, on l'a vu, même un studio comme From Software qui maîtrise son level design à la perfection depuis des années, quand ils ont eu la possibilité technologique de le faire, ils se sont dit on va faire Elden Ring, on va en faire un énorme open world, ce qui a un peu cassé leur logique de level design. Même un jeu comme The Last of Us qui est très bien pensé, en tout cas Naughty Dog avait l'habitude de le penser plus en termes de couloir, de zone, quand ils ont pu faire The Last of Us 2, c'était on va l'ouvrir. J'ai l'impression que il y a rien au-delà de ça, c'est toujours l'idée de faire quelque chose de plus grand. Alors encore une fois, la logique c'est de faire en sorte que les joueurs restent plus longtemps sur ton jeu. S'il est plus grand, il est plus long, et donc en fait tu restes plus d'heures, etc. Mais je trouve qu'en termes créatifs, c'est pas suffisant, quoi. Agrandir un monde et l'habiter de plein de petites activités pas très fun et pas très utiles. J'ai l'impression que c'est ce que fait aussi Hogwarts Legacy. Enfin, waouh, on est en 2023, quoi. C'est là, il y a un moment, faut arriver à trouver autre chose, trouver d'autres manières d'intéresser le joueur et de penser ces gros jeux-là. Évidemment que derrière, les possibilités sont multiples et les façons de jouer sont multiples, les propositions sont multiples. Mais pour ce type de jeu grand public, j'ai envie qu'on aille vers autre chose. J'ai envie que ça se creuse un peu la tête. Alors, j'ai envie ça prenne des risques, évidemment, et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire, mais
Voilà, au moins sortir de ce schéma-là, ça fait trop longtemps, quoi. Ça fait trop longtemps qu'on bouffe les mêmes jeux, quoi. Pour moi, le jeu vidéo est un ado, Gros jeu. un ado social. Donc un ado, quand tu étais ado, c'est le moment où tu as tous tes potes, en classe, tu croises du monde, au sport, tu rencontres des gens, dans ton immeuble, tu rencontres des gens, dans ton lotissement, tu rencontres des gens. Donc tu es hyper social, mais tu es un ado. Et j'aimerais que le jeu vidéo devienne un peu plus adulte, qui s'affirme sur certaines choses. J'aimerais qu'on ait des noms de réalisateurs de jeux, de réalisatrices de jeux qui soient de plus en plus évidents et connus quelque part, plutôt que d'avoir les Game Awards qui récompensent quand même un petit peu les potes de Josh Knightley. J'aimerais qu'on ait peut-être un festival de Cannes du jeu vidéo, tu vois, un truc comme ça, quoi. Quelque chose d'un peu plus je sais pas comment expliquer, mais qui motivé récompense culturellement plutôt que voilà, économiquement. la proposition que l'économique, voilà. Et je pense que c'est en ça quand je parlais de jeux impliquants, c'est un peu là où je vais aussi. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à lui souhaiter, voilà, parce que je m'amuse, mais j'aimerais que quand je pose ma manette, il me reste quelque chose. Ce qui m'arrive au cinéma, ce qui m'arrive quand je lis un truc. Et qui m'arrive beaucoup moins avec du jeu vidéo, même s'il y a encore une fois, il y a des cas. Joue à Bayonetta et te restera ton high score. On a fait le tour ? Je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. du tout. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs ? Bah là, écoute, je suis là, sur ce canapé. Pour quelques heures encore. Si vous nous écoutez, je suis dans vos oreilles. Mais sinon, sur les internets, c'est @menro, MENRAW, sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow, venez discuter. Je ne mords pas. Voilà. Enfin. Sauf le samedi soir. Oh, les fièvres de la samedi soir. Moi, on peut me retrouver à Totaxu, un petit peu partout, effectivement, Twitter, Instagram. Je crois que sur TikTok, c'est otaxu.lgp parce que j'avais Otaxu et j'ai foiré mon compte, donc je l'ai supprimé, mais ça supprime pas le. C'est chiant. Ouais, et du coup, j'ai dû faire otaxu.lgp. Surtout, vous pouvez me retrouver sur le JDH tous les jeudis de 16h à 18h sur twitch.tv/le stream et évidemment sur le Grand Pop. Évidemment. Et moi, c'est @phlegmatic _ sur Twitter, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle toujours @phlegmatic et Elon m'a promis qu'il allait le dégager, mais ce n'est pas encore le cas. Donc un jour, peut-être, je n'aurai plus ce underscore, mais en attendant, c'est le cas. Phlegmatic sur Facebook, pourquoi pas, et Note Phlegmatic sur Instagram. Et bien sûr, vous retrouvez tout le Grand Pop sur legrandpop.fr. Nos podcasts sont disponibles absolument partout. C'est génial. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, YouTube, je ne sais quoi, et toutes les semaines aussi sur legrandpop.fr vous avez le droit à un article pop culture. On prend évidemment toutes vos étoiles, tous vos pouces que vous pouvez nous lâcher un petit peu partout, votre Cosmo énergie, n'est-ce pas, et voilà, on compte, envoyez votre énergie, on compte sur vous, on vous dit à bientôt et on vous fait des bisous, ciao. Des bisous, ciao.